Chers amis, bonjour et Shavua Tov. Nous avons l'honneur de recevoir Ariel Assav, que je remercie d'avoir accepté de nous faire donc une conférence sur le patrimoine juif alsacien, ses personnages et son impact sur le sionisme. Ariel est guide en Israël, bien sûr, mais aussi en Pologne, retraité de Tsahal, natif d'Alsace. Et donc, il dédie cette intervention donc, pour la mémoire donc, de sa maman, dont c'est le Yahrzeit, je crois, cette semaine. Ariel, avant de commencer, Asaf, c'est alsacien? Ça, bien sûr, c'est un nom alsacien très connu. Je vois sur la photo, vous avez donc la photo de ma maman, il est marqué qu'elle est née Wolf, d'un papa Wolf et d'une maman Blum, donc des grandes familles alsaciennes. Mais elle s'est mariée catastrophiquement avec un juif polonais qui s'appelait Joskowicz. Joskowicz a été francisé en Josso et Josso a été hébraïsé par moi en Asaf. Voilà l'histoire du nom. D'ailleurs, quand je guide, souvent je raconte l'histoire des tribulations d'un juif au XXe siècle, de Joskowicz à Josso à Asaf. Et de la même façon, un grand-père qui était soldat du Kaiser Wilhelm, de l'empereur Guillaume d'Allemagne dans la Première Guerre mondiale, un papa qui était officier français dans la guerre d'Algérie, et puis moi qui suis aujourd'hui officier de retraite de l'armée israélienne. Voilà, les pérégrinations d'un juif au XXe siècle. Voilà, si on peut commencer, tu me dis, je commence. Patrick, tu peux commencer. Nous avons à peu près 150 personnes qui sont connectées. Et Vevakasha. Ok, alors bonjour tout le monde. Je suis très flatté du nombre de personnes qui se sont inscrites. J'ai d'ailleurs vu, si je regarde un peu les noms, je vois qu'il y a aussi plusieurs représentants de la famille. Et comme dit, cette conférence est à la mémoire de ma maman, donc c'est le Yahrzeit demain. Et on commence. Voilà. La musique, on laissera après. Ok. Alors l'Alsace, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se trouve bien sûr dans l'est de la France. Je vois que chez vous, il y a un petit problème. Non. Ça n'a pas passé, la photo, l'image, elle a passé chez vous l'image? Ah, mais moi, j'ai le partage d'écran. Moi, j'ai pas. Ah, pardon, j'avais bloqué le partage d'écran. J'avais bloqué chez moi, ça n'avançait pas. Ok. Donc, juste pour resituer l'Alsace, pour que ceux qui ne savent pas où se trouve l'Alsace, donc les deux départements qui sont en rouge à droite de la carte, dans l'est de la France, à la frontière de l'Allemagne et de la Suisse. Et cette carte que vous voyez maintenant, elle affiche les communautés juives au Moyen-Âge. C'est un petit peu évolué, ça a changé. On voit les grandes villes Strasbourg, Mulhouse, Colmar. Strasbourg, Colmar, Mulhouse, du nord vers le sud. On voit d'autres villes. On voit surtout aussi des villages. Il faut comprendre que le judaïsme alsacien est un judaïsme rural, dans les campagnes. Et on n'a pas énormément de grandes figures rabbiniques en Alsace. Je peux en citer deux quand même. Au Moyen-Âge, le Maharam de Rothenburg, Rabbi Meir de Rothenburg n'était pas alsacien, il était allemand. Mais quand il a voulu partir en Israël, il a été kidnappé par le seigneur de la région qui l'a enfermé à Ensisheim. Vous voyez en bas, près de Mulhouse. Ensisheim, donc en Alsace, le Maharam de Rothenburg a passé une vingtaine d'années en prison. Il a continué à écrire à partir de sa prison. Et le Chagat Aryeh, un grand décisionnaire qui était rabbin à Metz. C'était non plus pas d'origine de Metz, mais qui était à Metz et qui après est reparti vers l'Europe de l'Est. Un petit peu de paysage de l'Alsace. Donc l'Alsace est un pays très riche. Là, on voit les vignobles. Les vins blancs d'Alsace sont connus. Les châteaux, le château de Haut-Königsbourg qui domine la vallée d'Alsace. C'est juste pour faire envie de venir avec moi faire une balade sur le terrain, pas seulement en Zoom. Et des photos de Strasbourg, donc le vieux Strasbourg avec les maisons alsaciennes, les maisons typiques de la région. J'arrive à quelque chose. Colmar. Ça, c'est Colmar. Avant, c'était Colmar. Merci. C'était exact. Une image très importante, le symbole de l'Alsace, c'est la cigogne. Alors, vous voyez en bas les gens en costume folklorique, mais surtout la cigogne. Et j'aime beaucoup cette image de la cigogne parce que la cigogne, pour ceux qui sont maintenant en Israël, vous savez que la migration, elle passe par ici.
et on les voit par centaines. Si en Alsace, dans chaque village, il y a un nid de cigognes avec une ou deux cigognes, ou des fois un peu plus, mais pas beaucoup. D'ailleurs, en Pologne aussi, on les voit quand on se prend en Pologne, c'est ces nids de cigognes. Ici, elles traversent par banc compact de plusieurs centaines de cigognes qui traversent Israël chaque fois, et on les voit ici. Et un grand penseur juif alsacien, André Neher, a écrit un livre formidable, Jérusalem, vécu juif et message. Et regardez ce qu'il écrit. Il écrit: mon printemps atteignait son paroxysme d'exaltation juvénile lorsque revenaient les cigognes, car je savais alors d'où elles venaient, ces cigognes. Elles viennent de Jérusalem, elles viennent de Jérusalem. Et j'ai trouvé ça formidable parce que quand a commencé à arriver la grande alia des Beta Israël, des Juifs éthiopiens, vous voyez en dessous une image, la couverture d'un livre d'enfant qui a été écrit, Yerus Olechet le Yerushalem, et vous voyez que cette petite fille éthiopienne, derrière elle, il y a une cigogne. Et ils ont d'ailleurs un chant de la cigogne. Je vais juste mettre juste quelques musiques, quelques notes. Donc j'ai trouvé ça formidable que deux communautés qui n'ont pas partagé énormément entre les Juifs alsaciens et les Juifs éthiopiens, n'ont pas beaucoup de liens, mais pour ces deux communautés, la cigogne, c'est le messager d'Israël. Et quand ils voient les cigognes arriver, ils se disent: elles viennent de Jérusalem, quelles sont les nouvelles de Jérusalem? Et quand elles repartent, ils leur disent: un jour, on partira avec vous. C'est ce que disait Ner dans le livre: un jour, je sais que je partirai avec elles et que je rentrerai en Israël. Bien, alors maintenant, on commence un petit peu un parcours historique. On va essayer de cerner plusieurs choses: l'histoire, les coutumes, la gastronomie, les musiques, un petit peu de chaque, juste pour avoir une idée de ce qu'est le judaïsme alsacien. Ceux qui connaissent la synagogue de Strasbourg, ceux qui n'ont pas été, ont été à Yad Vashem, connaissent cette reproduction qui est à Yad Vashem. Sur les murs de la cathédrale de Strasbourg, on voit cette représentation, cette figuration de l'église et de la synagogue. Église à gauche triomphante avec la couronne, avec la croix comme un sceptre, et à droite, la synagogue, tête baissée, la lance brisée, et surtout les yeux bandés, puisqu'elle refuse de voir la vérité, elle refuse de voir le christianisme. Donc, c'était un support de l'éducation de la haine contre les Juifs au Moyen-Âge. Mais c'est encore sur la cathédrale jusqu'à aujourd'hui. Si on regarde à Colmar, vous avez à gauche une gargouille, c'est une sculpture sur les murs de la collégiale là-bas, et on voit un juif, il a le chapeau spécial qui s'amusait des juifs, donc il est en train de manger des excréments d'un bouc qui symbolise le diable. À droite, vous avez une Judensau, une truie aux juifs en Allemagne, mais on trouve les mêmes aussi en Alsace, des juifs qui têtent d'une truie. Donc, il y a un enseignement de la haine qui est dispensé par l'Église. Et quand on enseigne la haine, ça aboutit à la catastrophe. Et à l'occasion de la grande peste noire au XIVe siècle, tous les Juifs de Strasbourg sont conduits au bûcher et brûlés. Ceux qui se promènent à Strasbourg, au centre-ville, vous voyez en arrière-plan la cathédrale de Strasbourg. Et si vous regardez le coin de ces deux rues, je vous ai mis en agrandissement le nom de ces rues. Vous avez à gauche la rue Brûlée et à droite la rue des Juifs. Les gens ne font pas le lien en général. C'est quoi la rue Brûlée? C'est la rue où on a brûlé les Juifs. Cet endroit où au XIVe siècle on a brûlé les Juifs de Strasbourg. Jusqu'aujourd'hui, vous avez encore les rues de Strasbourg qui en gardent la mémoire, bien que la plupart des gens ne savent pas de quoi il s'agit. Il y a une rue des Juifs, ok, il y a une rue Brûlée, ok, sans se rappeler que la ville de Strasbourg a brûlé les Juifs, et bien sûr après, ils sont interdits de séjour. Ils sont interdits de séjour, et quand ils pourront revenir plus tard, vous avez à droite cette corne qu'on trouve au musée alsacien. À Strasbourg, il y a un musée alsacien qui a aussi des vitrines de judaïsme en Alsace. Et là-bas, il y a ce qu'on appelle la Grüsselhorn, c'est la corne qui annonçait le soir que les Juifs devaient quitter la ville. C'est-à-dire que les Juifs habitaient dans les villages en Alsace. Ils avaient le droit de venir commercer en ville pendant la journée, mais à la tombée de la nuit, on sonnait de la corne et les Juifs étaient tenus de quitter les villes. Alors, c'est pour ça que la carte, comme je vous ai montré au début, le judaïsme est essentiellement un judaïsme rural, puisque les Juifs ne sont pas admis dans les villes, uniquement pour faire du commerce, mais à la nuit, tombés, ils doivent quitter et retourner vers leur village. À gauche, vous voyez un personnage dont je ne vais pas parler maintenant, Yosselman de Rosheim, qui a été intercesseur
des Juifs de l'Empire devant l'empereur Maximilien et Charles Quint pour demander l'amélioration des conditions des Juifs, mais on en parlera peut-être plus tard. On arrive à l'époque napoléonienne, et là un peu les choses vont changer parce que Napoléon le Grand rétablit le culte des Israélites, c'est en 1806. Vous voyez Napoléon qui donne la main à la synagogue, qui est assise par terre avec les tables de la loi et avec la menorah à côté. Napoléon rétablit le culte juif. Apparemment, c'est bien. C'est peut-être pas aussi bien que ce qu'il en a l'air, puisque Napoléon crée le Grand Sanhédrin, en français le Grand Sanhédrin, un rassemblement de notables juifs dont le but va être d'essayer d'assimiler les juifs. Ça, c'est le but que Napoléon veut. Le personnage qui préside à ce grand Sanhédrin, vous le voyez au bout de table, c'est le rabbin David Zinsheim, qui est de Strasbourg. Donc, c'est un juif alsacien qui dirige ce Sanhédrin. Il faut comprendre que c'est évidemment un juif alsacien, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de juifs, il n'y a pratiquement pas de juifs à Paris. Les juifs n'étaient pas interdits dans le royaume de France la plupart du temps du royaume. Il y avait des juifs en Alsace, il y avait des juifs dans le comtat vénessin, les juifs. Je sais pas, Gérard, si tu peux bloquer les micros, là il y a un micro qui fait du bruit. Et il y avait des juifs du côté de Bayonne, des juifs espagnols, Maran qui s'étaient installés. Donc il y avait surtout des communautés dans la périphérie, dans le sud-ouest, dans le sud et dans l'est, pas tellement à Paris. Donc on amène ce rabbin David Zinsheim qui va siéger au Sanhédrin. D'ailleurs, l'arrière-grand-père d'un arrière-grand-père de ma maman était membre du Sanhédrin, Benjamin Wolf. Pardon, je suis dans le mauvais sens. Et juste pour se rappeler que Napoléon, son idée, c'est pas de donner une indépendance aux Juifs, tout au contraire. Vous voyez à gauche la médaille qui a été frappée à l'occasion de la réunion du Sanhédrin. C'est Napoléon qui donne les tables de la loi à Moïse. Vous comprenez, il y a Moïse qui est humblement à genoux devant Napoléon. Napoléon lui donne les tables de la loi. Ça montre un peu qui était Napoléon. Et il faut se rappeler qu'en 1806, c'est l'institution du Grand Sanhédrin. En 1808, donc 2 ans plus tard, ce sont les décrets infâmes. Et je vous lis là ce que j'ai mis en rouge. Les Juifs ne peuvent plus s'établir en Alsace, les Juifs ne peuvent s'établir dans aucun d'autres départements de l'Empire qu'à condition de vouloir exercer la profession d'agriculteur. Les Juifs doivent servir obligatoirement dans l'armée. C'est-à-dire que le but de Napoléon, c'est bien sûr d'assimiler les Juifs. À l'époque, les Juifs, on appelait ça la nation juive, parce que les Juifs avaient encore conscience d'être une religion, mais d'être aussi un peuple. Ce qui va changer Napoléon avec son Sanhédrin et avec les consistoires qu'il va créer, c'est la situation qu'on connaît aujourd'hui où les Juifs sont juifs de nationalité française et de confession israélite. Cette dichotomie entre le fait qu'un Juif peut être de nationalité française et de religion juive, c'est Napoléon qui l'a inventé. Jusqu'à Napoléon, un Juif, il est de nationalité juive et de religion juive. Ça va ensemble. En Israël, on comprend ça très bien qu'être juif, israélien, c'est une nationalité et une religion. En Europe, à la suite des décrets de Napoléon, on l'a oublié et Napoléon a réussi à séparer cette conscience que le juif a conscience nationale du pays d'Europe où il est et une conscience religieuse d'appartenir à la communauté israélite. Les décrets infâmes nous ramènent un petit peu en arrière. Vous voyez à gauche un décret de 1740 du Conseil souverain d'Alsace qui défend aux juifs de loger en même maison avec les chrétiens. Donc, il y avait une cohabitation, en général pacifique. Elle n'a pas toujours été facile entre les chrétiens et les juifs en Alsace. Bien que, comme dans chaque communauté et chaque galoute, on se rappelle on a toujours des souvenirs, des images d'Épinal, de la coexistence pacifique en Alsace, de la coexistence pacifique au Maroc, on est tellement bien dans le temps, on s'entendait tellement bien avec nos voisins arabes, avec nos voisins alsaciens chrétiens. Ça n'a pas toujours été si facile, ni en Alsace, ni au Maroc, ni ailleurs d'ailleurs. Mais les souvenirs s'embellissent avec le temps. Pardon. Et en 1918, l'Alsace fait partie de l'Allemagne, puisqu'à la guerre de 1870, la France a dû céder l'Alsace à l'Allemagne. Et donc, à la Première Guerre mondiale, les Juifs alsaciens sont engagés dans l'armée allemande. Donc, on voit ici un minyan de Juifs dans l'armée allemande, pendant la guerre de 14-18, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la même chose aussi en France. On a aussi les Juifs, depuis Napoléon, sont devenus très loyaux, très bleu, blanc, rouge pour les Juifs en France, très allemands pour les Juifs en Allemagne. Chacun s'engage pour sa patrie. En France, on trouve beaucoup de Juifs alsaciens qui ont quitté l'Alsace quand elle est devenue allemande parce qu'ils préféraient être français et qui ont quitté l'Alsace pour la France.
On va parler bien sûr du capitaine Dreyfus, mais là, on a un aumônier militaire, le rabbin Bloch, et l'histoire qui est immortalisée dans ce dessin, c'est l'histoire d'un soldat français qui est gravement blessé par un obus et qui demande les derniers sacrements. Il n'y a pas de curé dans le coin, alors le rabbin Bloch lui tend un crucifix pour qu'il puisse mourir en paix, et à ce moment-là explose un obus qui tue le rabbin Bloch. Alors ça a été en France un symbole de l'entente fraternelle entre juifs, chrétiens, voilà le rabbin qui tend le crucifix à un catholique en train de mourir. Les juifs alsaciens qui ont un sens de l'humour très à eux ont développé un lexique de mots spéciaux pour la guerre de 14-18. Je rappelle qu'en 14-18, il y a la censure dans les lettres qui arrivent aux familles. Et donc, par exemple, quand un juif alsacien veut dire qu'ils sont en train de battre en retraite, alors il disait, on a fait Ose Shalom Bimromov, Ose Shalom Bimramav, c'est ce qu'on dit à la fin du Kaddish quand on fait 3 pas en arrière. Et d'ailleurs, le censeur s'est dit un petit peu, c'est quoi tous ces Ose Shalom Bimramav? Il est allé voir le rabbin, l'aumônier militaire de son unité, qui lui explique que c'est une prière dans laquelle on demande la paix au ciel. Donc, ça s'est bien passé pour le censeur, qui n'a pas compris que c'était les mots couverts pour raconter un petit peu. Quand tu voulais dire qu'il n'y avait plus rien à manger dans les tranchées, on disait qu'on est en train de faire Tisha B'Av, on fait Tisha B'Av, pas rien à manger dans les tranchées. Donc les Juifs avaient fait un lexique à eux qui leur permettait de contourner un petit peu la censure des lettres. J'ai expliqué qu'il y avait des Juifs dans l'armée française, des Juifs alsaciens, il y en avait dans l'armée allemande, mais la sensibilité et l'attachement étaient à la France. Et vous voyez ici, dans une mappa, on en reparlera tout à l'heure, B'Mazal Tov, quand on écrit B'Mazal Tov, mais vous voyez que c'était écrit en hébreu, bien sûr, Mazal Tov, pour une naissance, mais c'est écrit dans les couleurs tricolores, en bleu, en blanc et en rouge. Et à la libération en 18, quand l'Alsace redevient à la France, pour les Juifs, c'est un retour à la France qu'ils préfèrent à l'Allemagne. De nouveau, la France va trahir, et on voit ici l'exode en 1939, quand on va vers la guerre et que l'Alsace est évacuée. L'Alsace est repliée vers le centre du pays. Les Juifs d'Alsace vont se replier vers les régions de Limoges et les régions au centre de la France. Et puis là, on voit les Sifrei Torah qui sont emmenés avec un rabbin qui est à droite, avec des gens, avec même la police qui aide à évacuer ces Sifrei Torah. Ça ne va pas être le sort de tous ces Sifrei Torah. Certaines synagogues vont être pillées, brûlées par les Allemands. Ça va être le sort d'un Sefer Torah qui avait été offert par la famille de mes beaux-parents. Mes beaux-parents sont aussi d'Alsace, la famille Braun et Samuel de Colmar, Braun de Witsch, Samuel de Colmar, et les Braun de Witsch avaient offert un Sefer Torah à la mémoire d'un fils, le frère de mon beau-père qui était mort dans un accident en étant enfant, et ce Sefer Torah a été brûlé par les Allemands. Et cette photo ici en 2017, à Kochav HaShachar, mon beau-père, Zichrono Livracha, a offert un Sefer Torah qu'il a dédié à la mémoire de ses parents et aussi de son frère. En remplacement, c'était un vœu qu'il a fait depuis longtemps de faire écrire un Sefer Torah qui remplacerait ce Sefer Torah brûlé par les Allemands. En Alsace, il y a eu quelque chose qui n'est pas toujours connu, il y a eu un camp de concentration, puisque, je rappelle, après la débâcle, quand la France est occupée par les Allemands, tout le monde se rappelle qu'il y a la zone occupée au nord, qu'il y a la zone libre au sud. On oublie qu'il y a l'Alsace qui a un autre statut. L'Alsace est rattachée au Reich, puisque pour les Allemands, l'Alsace c'est l'Allemagne. Et donc les Alsaciens qui sont restés, pas les Juifs qui étaient partis dans le centre de la France, qui ne sont pas revenus dans la gueule du loup, mais les Alsaciens ont été incorporés dans l'armée allemande. Et les Allemands construisent un camp de concentration Ustruthof, Natzweiler, c'est son nom allemand. Et dans ce camp de concentration ont été assassinés 86 victimes juives. Vous voyez l'image la plaque qui a été posée à l'université de Strasbourg, parce que Strasbourg est une université allemande pendant la guerre et que le recteur professeur de l'université de Strasbourg, le professeur Hirt, qui est un ami de Mengele, dit à Mengele, c'est pas sympa, toi tu as tous les cobayes humains que tu veux pour faire tes expériences, moi j'en ai pas, et Mengele lui envoie un convoi de juifs pour être utilisé comme cobaye par Hirt, qui les fera assassiner, gazer et brûler à Ustruthof en Alsace. Donc, de nouveau, il y a les histoires, les périodes de soleil, les périodes d'ombre dans l'histoire des Juifs en Alsace.
Ce qui nous reste aujourd'hui dans les campagnes, puisque je dis que le judaïsme est un judaïsme rural, il était rural jusqu'à la seconde Guerre mondiale. Après la guerre, les Juifs qui reviennent en Alsace reviennent un petit peu dans les villages, mais une grande partie s'installe en ville, voulant un accès à une école juive, à une boucherie qu'il n'y a pas dans tous les petits villages. Et donc, ils s'installent dans les grandes villes et les villages, petit à petit, la communauté se rétrécit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus mignonne et que les gens, eux aussi, partent vers la ville ou partent vers Jérusalem en faisant le grand saut puisqu'il faut quitter les villages. Alors, ce qui reste aujourd'hui, c'est des cimetières un peu à l'abandon. Vous voyez les herbes folles autour des Matzevot en hébreu. Vous voyez d'autres cimetières, je ne sais plus d'où j'ai pris ces photos, de quels cimetières elles sont. Certains parmi vous, certainement, les identifient. Ce cimetière, d'après l'Internet où j'ai trouvé la photo, est de Westhofen. Mais moi, j'avais la même photo que j'ai prise moi-même, je n'arrive pas à la retrouver, que j'ai prise au cimetière de Neuvillers-les-Savernes. Quelque chose d'assez incroyable. Vous voyez les Matzevot posés contre un mur. Quand j'étais à Neuvillers-les-Savernes en faisant des recherches généalogiques sur la famille, on a trouvé comme ça toutes les Matzevot sous le long d'un mur. Et dans la cour, devant, il y avait les plantations de tomates d'un paysan. Et quand j'ai demandé au consistoire comment ça se fait que les Matzevot sont de côté et le champ de tomates. Pardon, j'ai demandé au propriétaire du terrain, mais les Matzevot n'étaient pas comme ça en rang le long du mur. Il m'a dit non, vous comprenez, elles dérangent pour faire planter les tomates. Alors je les ai récupérées, j'ai toutes mis bien devant le mur et je laisse les gens venir voir les Matzevot. Et puis là où était le cimetière, là où les gens sont enterrés, c'est devenu une plantation de tomates. Comme le propriétaire, c'est le consistoire, j'avais écrit une lettre du consistoire de Strasbourg pour leur demander, du Bas-Rhin, pour leur demander comment ça se fait qu'ils ont sous-loué le cimetière à un paysan qui en plante ses tomates. Ils m'ont répondu, mais on a tellement de cimetières à gérer, on n'a pas l'argent pour. Et ce monsieur entretient très bien les Matzevot et laisse visiter les Matzevot à tous ceux qui veulent. Donc voilà. L'important, c'est de visiter les Matzevot. Le cimetière, lui, aujourd'hui, on y plante des tomates. Aujourd'hui, c'est encore pire, puisque on a plusieurs cimetières d'Alsace qui ont été vandalisés les dernières années. Le dernier en date, je crois que c'était à Quatzenheim, il y a 2 ans. Et on voit ces croix gammées sur les Matzevot dans les cimetières. Je dis que ça s'est reproduit à plusieurs fois dans les dernières années en Alsace. Le mikvé de Strasbourg, lui aussi, l'ancien mikvé, le mikvé historique de Strasbourg, vous voyez aujourd'hui cette visite éclair, le mikvé, bain rituel juif, redécouvrez la région avec les guides agréés par l'État. C'est devenu un petit peu du patrimoine et de l'histoire. Bien sûr qu'il y a les mikvéot modernes à Strasbourg, mais beaucoup de juifs alsaciens classiques est devenu aujourd'hui historique. Si vous allez au syndicat initiative de Rosheim, où on propose des cimetières visite du cimetière juif, ça fait partie du patrimoine historique alsacien. Les synagogues, il y avait de très belles synagogues en Alsace, la synagogue de Wissembourg, la synagogue de Colmar qui existe toujours encore et qui est encore en activité. Le problème, c'est qu'il n'y a plus énormément de juifs. Et donc, en semaine, il y a un petit oratoire au bout de la rue qui sert, enfin, dans la suite du bâtiment qui sert à la prière. Et la synagogue est devenue beaucoup trop grande pour la taille de la communauté qui reste aujourd'hui à Colmar. La synagogue de Buxwiller, comme beaucoup d'autres synagogues, était récupérée par la mairie pour un autre usage ou pour être détruite pour construire autre chose ou pour être récupérée. Ici, en dernière minute, il y a eu un sauvetage qui a été fait et la synagogue a été transformée en musée du judaïsme alsacien. Alors, ceux qui visitent l'Alsace et qui veulent connaître un peu l'histoire du judaïsme, il y a ce musée à Buxwiller où mon papa était le dernier chazan de Buxwiller, chez le rabbin Max Guggenheim, le grand-père du rabbin Michel Guggenheim aujourd'hui, grand rabbin. C'est une autre synagogue qui a eu un sort encore moins enviable. Ça, c'est aujourd'hui le grenier dans une ferme d'un particulier. Il y a beaucoup de synagogues dans les villages qui ont été abandonnés et ces synagogues ont été récupérées par des gens qui en font un usage privé. Alors, mais on voit sous les combles dans le toit, on voit encore les inscriptions de la synagogue. Et j'arrive à Strasbourg, la grande synagogue de Strasbourg d'avant-guerre. Ne vous trompez pas, elle a l'air d'une église, c'est pas par erreur. Si vous allez un peu plus loin, il y a l'église Saint-Pierre-le-Jeune protestante qui a été construite par le même architecte. J'ai d'ailleurs une photo comparative, je n'ai pas mis là, où les deux sont construites sur le même plan. Mais je voudrais arrêter de parler 2 minutes et écouter un peu une musique synagogale alsacienne.
s'arrête là et on continue sur l'intérieur de cette synagogue de Strasbourg d'avant-guerre. Et qu'en reste-t-il aujourd'hui? Il en reste cette plaque, que d'ailleurs je n'ai pas connue puisqu'elle a été posée à Strasbourg après que moi je quitte Strasbourg. J'ai quitté Strasbourg en 1977. Il n'y avait à l'époque encore aucun souvenir de cette synagogue détruite par les Allemands. Mais plus tard, on a quand même mis, ici s'est levée depuis 1898 la synagogue de Strasbourg, incendiée et rasée par les nazis le 12 septembre 1940, j'arrive plus à lire. Donc, c'est ce qui était le sort de synagogues en Alsace. Je dis certaines aujourd'hui sont un petit peu ont été récupérées par des particuliers, certaines ont d'autres affectations, certaines existent mais ne sont plus très fréquentées, certaines ont été détruites par les Allemands. Voilà la synagogue de Strasbourg, la synagogue de la rue de la Paix, la grande synagogue de Strasbourg aujourd'hui, en bas, en haut l'extérieur et en bas l'intérieur. Et il y a une reconnaissance de ce judaïsme en Alsace, puisque dans cette synagogue arrive pour en décembre 1964, le président de la République, Charles de Gaulle, qui est reçu par le grand rabbin Deutsch à droite. C'est aussi l'occasion de voir les habits consistoriaux depuis l'époque de Napoléon. On voit les habits de rabbin, le chapeau des rabbins, on voit le shamash, le shames, avec, pardon, c'est dur à voir le bicorne qu'il a sur la tête derrière. Et on continue sur aujourd'hui ce qu'on voit malheureusement de temps en temps aujourd'hui sur des synagogues, à mort Israël, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des fois un malaise. C'est moins, la synagogue est moins, la situation est moins grave que dans d'autres régions en France. J'ai vu sur Internet des publicités faites de votre allié à Strasbourg, qui se sont encore protégés, mais il y a quand même une dévandalisation dans les cimetières, dans les synagogues aujourd'hui. Je passe maintenant au chapitre le plus problématique de mon propos. Le plus problématique pour moi quand je l'ai préparé, ce sont les personnages, les personnalités du judaïsme alsacien. Je vais dire là, je vais vexer des gens. Comment est-ce que je vais choisir qui je vais marquer? Alors, je n'ai pas le choix. J'ai préparé beaucoup plus de personnages que ce que je vais montrer maintenant. J'ai dû faire un choix et si quelqu'un se sent lésé parce qu'il a un parent, un grand-parent, quelqu'un de sa famille ou quelqu'un qu'il appréciait plus, qui n'est pas cité maintenant, veuillez m'en excuser, j'ai dû faire un choix. Je commence par le personnage en remontant le plus haut dans l'histoire. J'ai parlé tout à l'heure du Maharam de Rothenburg. Ça, c'est sa tombe qui est à Worms, ça n'est pas en Alsace, mais je dis il a été quand même il a été emprisonné en Alsace pendant de nombreuses années, et c'est sa tombe qu'on voit. Il y a deux tombes jointes, puisqu'il y a sa tombe à lui et la tombe d'Alexander Wiffman qui a racheté sa dépouille. Il faut comprendre que le Maharam a été interné contre rançon, et il a interdit de payer la rançon en disant si vous payez la rançon qui était exorbitante, les seigneurs en mal de monnaie vont kidnapper des rabbins contre rançon. Donc je refuse que vous me libériez pour que ça ne soit pas n'entraîne pas d'autres kidnappings de rabbins. Il est resté en prison. Le personnage suivant que j'ai choisi, Charles Netter, de nouveau un juif alsacien, qui va diriger Mikvé Israël, la première école agricole en Eretz Israël. Je parle de 1868, donc on est encore avant le début du sionisme officiel. Avant, les Juifs reviennent en Israël depuis toujours, ça s'est accéléré au 19e siècle, mais on est encore bien avant Herzl, quand on crée une école d'agriculteurs à Mikvé Israël près de Cholon. Et vous voyez au-dessus le monument, la statue qui a été érigée, puisque c'est à Mikvé Israël que Herzl vient rencontrer le Kaiser, l'empereur Guillaume d'Allemagne, qui est venu en Israël en 1898. Donc le directeur était un juif alsacien, Charles Netter. Le personnage suivant, le grand rabbin Zadok Khan. Pourquoi ai-je choisi le grand rabbin Zadok Khan? Pour deux raisons. Une, c'est qu'il a écrit une traduction, il a présidé une traduction en français de la Bible du rabbinat, qui est très utilisée en France. Il y a d'autres traductions, la traduction de Chouraki, il y a encore d'autres, mais la traduction de la Bible du rabbinat, faisant l'officiel, c'était l'œuvre du grand rabbin, Zadok Khan. Et ce qui est très important aussi, c'est que en 1882, arrive chez Zadok Khan le personnage que vous voyez en bas à gauche, il s'appelle Lolek Feinberg, Israël Feinberg, et il vient chercher de l'argent. Ça fait partie de ces jeunes pionniers qui reconstruisent Israël, mais il n'y a plus d'argent, et on a besoin d'argent, et le Rav Mohaliver de Bialystok, vous l'avez en bas à droite, va écrire une lettre
d'introduction auprès du grand rabbin Tzadok Khan en lui demandant de répondre favorablement à ces demandes de fonds de ces jeunes pionniers d'Eretz Israël. Et c'est Rav Tzadok Khan qui va faire le lien entre Israël Feinberg et le baron Edmond de Rothschild couvert à droite, qui va prendre après sous son aile toutes ces moshavot, toutes ces implantations agricoles en Israël. Donc le Rav Tzadok Khan a eu une importance très grande dans ce développement des implantations agricoles par le fait que c'est lui qui a branché le baron de Rothschild sur ce projet. Okay. D'ailleurs, il va être rencontré par Théodore Herzl. Et Théodore Herzl écrit dans ses mémoires, c'est dommage, je n'ai pas amené cette lettre ici, qu'après avoir rencontré le Rav Tzadok Khan et son gendre, il a compris que les Juifs français sont trop français pour faire leur aliyah. Ils apporteront tout leur concours à faire monter les Juifs d'Europe de l'Est en Israël, mais eux sont bien en France et resteront en France. Le baron de Rothschild, qui donc soutient les implantations agricoles, les moshavot, met sur place une organisation d'administrateurs qui vont gérer ces moshavot. Parmi ces administrateurs, il y aura Ben Shimol, qui est un juif algérien, mais il y aura aussi Alphonse Bloch et d'autres. Il y aura Wormser, il y aura des juifs alsaciens et des juifs algériens. De façon générale, souvent des juifs français. Il y aura aussi quelques juifs d'Europe de l'Est. Mais le baron de Rothschild utilise beaucoup d'administrateurs alsaciens, algériens, donc d'origine française. Bien sûr, un des noms les plus connus quand on parle des juifs alsaciens, c'est le capitaine Dreyfus. L'affaire Dreyfus, pas besoin d'en parler, je ne vais donc pas en parler. Et je continue à l'image suivante. Ah, on voit la Tintin qui est entré dans mon diaporama. Oui, parce que c'est dans Tintin, vous voyez en bas un monsieur, là, monsieur Carredas, qui construit les avions, qui présente ses avions. Et regardez monsieur Carredas en bas, vous le voyez en bas à droite avec son téléphone à la main. Et d'après Hergé, le papa de Tintin, c'est une caricature d'un autre monsieur qui construit les avions et qui s'appelle Marcel Bloch. Alors, Marcel Bloch, j'aurais peut-être pas dû en parler parce que ce n'est pas une histoire très glorieuse. C'est un juif alsacien, mais lui s'est converti au catholicisme pour différentes raisons. Mais c'est le papa des industries aériennes Dassault, productrice du Mirage. Et d'ailleurs, ce que vous voyez sur l'image n'est pas le Mirage 3 qui a donné la victoire à la guerre des 6 jours dans les premières heures de la bataille, mais c'est le frère jumeau du Mirage 3 qui est le Kfir israélien. Alors, pour ceux qui ne savent pas, mais ça c'est pour une autre conférence, les plans du Mirage, le Mirage a été bloqué en France par l'embargo de De Gaulle, et mystérieusement, les plans du Mirage sont arrivés en Israël, et Israël s'est mis à produire des frères jumeaux du Mirage, les avions Kfir. Vous en voyez un au-dessus de la mer Morte. La personnalité suivante que j'ai choisie, c'est le grand rabbin Joseph Bloch. Pourquoi le grand rabbin Joseph Bloch? Pour deux raisons. La raison numéro 1, en bas à gauche, c'est le calendrier Bloch, qu'aucune famille alsacienne, une famille juive alsacienne, si elle n'a pas dans la cuisine le calendrier Bloch qui donnait les fêtes, les heures du Shabbat, tout ce qu'un juif doit savoir pour pouvoir être juif. Mais sa deuxième œuvre d'envergure, c'était un sidour, le Tfilat Yesharim, le rituel de prière, que tout le monde connaît sous le nom de Bloch. Aujourd'hui, quand on demande à un Français, quand on dit à un jeune élève de France, viens à la prière, on lui dit amène ton patar, puisque l'ouvrage de Terence, c'est le patar Eliaou aujourd'hui. À l'époque, c'était la Bloch. Alors chacun avait sa Bloch. Et pourquoi ça m'est semblé tellement important? Parce qu'en Israël, le livre de prière officiel des écoles, c'est le Rinat Israël, qui a été mis en page par Shlomo Tal, que vous voyez en haut à droite dans l'image, et en dessous à gauche son livre, le Rinat Israël. Et dans l'introduction à Rinat Israël, Shlomo Tal explique qu'il s'est beaucoup inspiré de la Tfilah de Bloch pour écrire son Rinat Israël. Il faut comprendre que ce sont deux livres de prière très révolutionnaires, dans le sens où les prières sont à leur place. On n'a pas besoin pour la suite de la prière, revenez à la page 73. Pour le Kaddish, sauter à la page 95. Ce qui était le classique dans les livres de prière, où vous voulez économiser des pages, il fallait aller à gauche, à droite, en avant, en arrière. Et la Bloch a mis chaque prière à sa place avec des petits résumés de halacha. Où est-ce qu'on doit être debout? Est-ce qu'on doit être assis? Qu'est-ce que dit l'officiant? Que dit le kahal? Pour que tout soit clair et net. Et avec aussi, il y a aussi la Rodelheim allemande, le livre de prière de Rodelheim. Et Shlomo Tal s'est inspiré des deux. Et j'ai mis en bas à droite un autre juif alsacien. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure que Myriam, son frère, sa sœur, est sur
sur ce Zoom, le Rav Yoel Katan, Klein d'origine, donc de Zainzel, qui a écrit une nouvelle édition du Rinat Israël qui est sortie il y a 2 ans. Donc voilà, c'est à l'origine une idée d'un juif alsacien et c'était remis en page de nouveau par un descendant de juifs alsaciens. André et René Neher ne sont plus, pas besoin d'être clairs. Je pense que tous les gens qui sont sur ce Zoom connaissent ces 2 figures emblématiques du judaïsme alsacien. André Neher en tant que penseur et René Neher en tant qu'historienne, et les 2 qui travaillaient main dans la main. André Neher qui, à Strasbourg, a créé la chaire d'études juives et a lancé les études maharaliennes. Alors il a des livres, on a même en hébreu une traduction de ça, Mishnato chez la Maharal mi-Prague, sur l'enseignement du Maharal de Prague, et ses élèves qui ont poursuivi son œuvre, Beno Gross, qui dirigeait l'école Akiba à Strasbourg, et après le recteur à Bar-Ilan en Israël, de nouveau qui continue sur la lancée avec à droite Yehior sur le Ner Mitzvah du Maharal, et Netzach Israël du Maharal, donc continue cette œuvre qu'ils avaient commencé avec André Neher, mais Beno Gross a aussi continué sur Rav Soloveitchik et sur Rav Kook et encore beaucoup d'autres. Le 3e membre des 3 mousquetaires, comme on les appelait, André Neher, Beno Gross et Théodore Dreyfus, et lui aussi écrit sur le Maharal. Lui aussi était prof en Israël, à la fac. Vous écoutez. Oui. Un interlude musical de 2 minutes. Musiques les plus connues, le Shir HaMaalos chanté par Michel Ayman. À gauche, n'était pas le couple Bernard et Berian Picard n'était pas dans la diaporama d'origine. Comme j'expliquais, il y a énormément de personnalités. Faire un choix, ça veut dire qui rentre dans la diaporama, qui n'y rentre pas. Étant donné que c'est Gérard Soufir qui m'a invité à cette conférence, je ne pouvais pas passer sous silence ce couple formidable qui a éduqué des générations de jeunes juifs en France à faire leur aliyah en Israël jusqu'à ce qu'eux-mêmes arrivent à suivre leurs enfants en Israël. Là, c'est un juif d'origine algérienne, mais qui a été rabbin à Strasbourg, le rabbin Albert Hazan. J'ai choisi pour dire, je parle du judaïsme alsacien, donc je vais surtout parler du judaïsme alsacien et moins du judaïsme d'Afrique du Nord qui est venu en Alsace, mais c'est quand même quelqu'un qu'on ne peut pas le passer sous silence, surtout avec son œuvre, puisque le grand rabbin Albert Hazan a fait son aliyah en Israël, et qu'en Israël, il est devenu, à Strasbourg, il était aumônier de la jeunesse, en Israël, il est devenu aumônier de la police et des prisons, et il a mis en place une structure formidable qui continue après son décès, le Keren HaTeshuvah, qui propose aux détenus de faire Teshuvah et de revenir vers une vie plus normative à travers la Teshuvah et les valeurs juives. Donc son œuvre continue aujourd'hui par le biais de son fils, Yoel, qui est dans la photo en bas à droite, et beaucoup d'autres. Et juste maintenant, pour élargir un petit peu la panoplie des juifs alsaciens, d'autres figures que vous connaissez peut-être, on va juste regarder un petit extrait de... En politique, la famille de Michel Debré est originaire de Westhoffen. Premier ministre de Charles de Gaulle, il aura aussi participé à la rédaction de la Constitution de la Ve République. René Cassin, prix Nobel de la paix, est né de parents juifs, sa mère était alsacienne. Il est le père de la Déclaration des droits de l'homme. Parmi ceux qui vous ont fait rire, le mime Marceau est né à Strasbourg. Il s'est fait connaître avec son personnage silencieux, le Bip. Pierre Dac a aussi réussi à déclencher de bons fous rires. Mademoiselle est placée sous le triple signe bénéfique de la Vierge, du Taureau et des Sagittaires avant de s'en servir. Issu d'une modeste famille juive d'Alsace,
Il est originaire de Niederbronn-les-Bains. Parmi les intellectuels, on se rappellera de Marc Bloch. Comme professeur, il enseigna l'histoire du Moyen-Âge à la faculté de lettres de Strasbourg, mais aussi comme résistant, fusillé par la Gestapo en 1944. Sa famille était alsacienne. D'autres ont des liens plus éloignés avec l'Alsace, comme Simone Veil. Ses arrière-grands-parents venaient de Strasbourg. Que ce soit à travers le nom d'une rue ou d'un lycée, tous resteront gravés dans la mémoire des Alsaciens. Bien, vous voyez, ça c'était la sélection qu'a fait l'émission à la télé. J'ai encore ajouté en bas, bien sûr, Léon Blum, président de la République, et puis les Marx Brothers qui, eux, ont fait leur célébrité aux États-Unis, eux aussi descendants de juifs alsaciens immigrés aux États-Unis. Pardon, voilà. Une autre institution dont je voulais parler, c'était les Cigognes. Cigogne, un nom tellement alsacien. Donc, c'est une maison pour un orphelinat juif à Haguenau, en Alsace, qui a accueilli après la guerre les rescapés de la Shoah, beaucoup d'enfants orphelins de la Shoah. Et pourquoi j'ai choisi d'en parler, il y a encore beaucoup d'autres institutions dont je ne parle pas, c'est que sous l'impulsion de Claude Kadosh et Claude Meyer, cette institution des Cigognes s'est transportée en Israël et c'est aujourd'hui la fondation Negba qui fonctionne à Beersheba, mais dans d'autres villes aussi, et qui propose de nouveau des structures d'accueil pour des jeunes défavorisés. J'ai un petit film, mais on n'a pas tellement de temps, alors je laisse. Bon, il passe juste pour voir les deux Claude qui ont relancé Negba, bien sûr avec l'aide de beaucoup d'autres Alsaciens et non-Alsaciens qui ont relancé ce projet de Negba en Israël. L'Alsace, bien sûr, parler un petit peu de gastronomie, c'est le pays de la bière, en plus du vin. On a parlé tout à l'heure du vin, il y a aussi bien sûr la bière. Et vous voyez des enseignes de brasserie avec le Magen David. Vous voyez à droite, en haut à droite, la chope de bière dans le Magen David, ou en bas à gauche. Les Juifs aussi présents dans la bière. D'ailleurs, avant de venir en Israël, je ne savais pas qu'on pouvait faire Havdalah sur autre chose que de la bière. Chez nous, à la maison, le kiddush a toujours été fait sur du vin, mais Havdalah a toujours été fait sur la bière, comme dit le Shulchan Aruch, El mavdilin à la pâte, aval al shechar, mavdilin imu chamar medina. On n'a pas le droit de faire Havdalah sur le pain, on peut faire le kiddush sur du pain si on n'a pas de vin. On n'a pas le droit de faire Havdalah sur du pain, dit le Shulchan Aruch, mais on peut le faire sur de l'alcool si c'est l'alcool national, l'alcool régional. Donc la bière étant le chamar medina, l'alcool régional en Alsace, on se servait de la bière pour faire Havdalah. Dans les coutumes culinaires, alors en haut à gauche, on voit le kugelhopf, un gâteau rond. Vous voyez à droite le moule qui va servir à faire ce kugelhopf. En haut à droite, la carpe à l'alsacienne. Attention, ne confondez pas avec le gefilte fish. Le gefilte fish, c'est pour les orientaux. Ça vient de Pologne. Le gefilte fish, c'est un poisson sucré. Ça, c'est une autre recette, la recette de la carpe alsacienne. D'ailleurs, étant donné que j'avais une maman alsacienne et un papa polonais, on avait la chance à Rosh Hashanah d'avoir deux carpes à la maison, pas de la carpe toujours, mais deux poissons, un à l'alsacienne et un à la polonaise. En bas, bien sûr, la choucroute et le vin caché, vous voyez le vin de Koenig qui sont derrière la bouteille verte. Dira Maccabi, parce qu'apparemment cette choucroute est photographiée en Israël. C'est le repas traditionnel de Purim. Et à droite, ne vous y trompez pas, ce que fait cette dame, ce ne sont pas des Kneidler. Les Kneidler, ça c'est les juifs orientaux, c'est en Pologne. En Alsace, on fait les knefle. C'est la même recette, c'est la même chose. Chacun a son nom. Comme j'ai dit, les gâteaux, je ne les ai pas amenés. Quand je fais cette conférence, j'ai déjà fait plusieurs fois des publics en live, pas en Zoom. Alors, il y avait aussi des gâteaux à la clé, mais là, vous pouvez juste les imaginer. Prenez les recettes et faites-les à la maison. J'ai mis cette photo, en voyant en haut la photo de Ir HaEmuna. Ir HaEmuna, c'était l'endroit où se sont retrouvés une partie des Juifs du Gush Katif après le désengagement, quand ils ont chassé du Gush Katif. Ils avaient demandé de l'aide, parce que les jeunes viennent aider à monter ces structures de Ir HaEmuna pour recevoir tous ces gens déplacés. Et nous avons un fils, Nehemia, qui est allé aider là-bas. Et le vendredi, quand il veut retourner prendre le bus pour rentrer à la maison, il est à l'arrêt de bus et il sort des gâteaux de son sac, des gâteaux secs. Et la jeune fille qui est à côté de lui à l'arrêt de bus et qui attend elle aussi le bus pour Jérusalem
lui dit « Ah, toi aussi, tu as une grand-mère alsacienne, alors voilà comment on peut se retrouver autour d'un gâteau. » Effectivement, après, ils ont fait connaissance, ils ont compris qu'ils étaient l'un par rapport à l'autre, puisque la jeune fille qui était avec était la petite fille de Claudine Attab, je ne sais pas si elle est parmi nous, qui est la cousine germaine de ma mère. Donc voilà, c'était aussi un lien familial. Donc on peut se retrouver par les gâteaux, le Tsemetkour alsacien que vous voyez en bas à droite, qui a l'avantage de se conserver bien, donc c'était le gâteau à donner quand on va en balade. Ma belle-mère aimait bien le donner aux petits-enfants. Les métiers juifs en Allemagne, en Alsace, colporteur. Alors on voit le colporteur qui, avec sa besace qui va de village en village, mais surtout, encore plus que colporteur, Behemeshendler, les marchands de bestiaux. Le marchand de bestiaux transportait des vaches entre la France, l'Alsace, l'Allemagne, la Suisse. C'était un métier juif qui se passait. Ma femme, qui est donc Brown de Beach, m'a toujours dit que chez eux, ils avaient l'habitude de boire du lait chamour. Nous, à Strasbourg, on achetait le lait à l'épicerie, du lait de vache français classique. Mais chez les Brown, comme il y avait pas loin de la maison le cousin qui était B.M. Sandler, qui avait toujours une vache en transit entre un achat et une vente, ils allaient traire la vache chez le cousin et avaient donc du lait chamour, du lait trait par un juif, puisque B.M. Sandler, c'était un métier juif. Un petit peu Rosh Hashanah. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en Alsace, et à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, les hommes sont habillés du sargenes. Le sargenes alsacien, c'est le kittel polonais, c'est l'habit mortuaire. Donc pas seulement à Yom Kippour, mais aussi à Rosh Hashanah. On vient de cet habit à la synagogue. Le minag alsacien parmi tous, s'il y en a encore un qui est plus alsacien que les autres minagim, c'est ce minag. Quand vous allez dans une soukha et que vous voyez cet oignon avec des plantés de plumes de pigeons qu'on retrouve encore à Jérusalem dans certaines familles d'origine alsacienne. Ça, de nouveau, j'ai parlé tout à l'heure un peu de l'humour alsacien. C'est l'humour alsacien, comme on est dans la soukha à l'abri de Dieu. Betzel kenafecha tastirenu, protège-nous à l'ombre de tes ailes. Betzel kenafecha, dans l'humour alsacien, c'est devenu botzel knafecha, un botzel, un oignon avec des ailes. Donc, l'oignon à plumes, c'est le symbole des soukhot alsaciennes dans la bonhomie et l'humour juif alsacien. En Alsace, on a les prières sont en gros d'après le minag de Francfort en Allemagne. Et en Alsace, il y avait une imprimerie juive à Sulzbach. Vous voyez à droite, c'est marqué en bas de Sulzbach. C'était l'imprimerie qui imprimait les livres de prière et les marzorim. Jusqu'aujourd'hui, moi, je me sers pendant les fêtes d'un marzor alsacien pour une raison très simple, c'est que quand on prend l'Organat Israël israélien ou qu'on prie à l'israélienne, on a juste gardé la prière, alors qu'en Alsace, on incorporait énormément de piyutim. Vous les voyez, là, c'est dans Arvit, m'arrive chez le Pessah. D'abord, là, il y a la bracha Mariv Aravim, et au milieu, il y a un piyut, Lel Shimurim Or Israël Kadosh Ayuma Kanigdalot. Ce qui est magnifique dans ces piyutim, c'est que c'est un résumé de Midrashim sur la fête, et je trouve ça magnifique ce résumé de Midrashim, mais j'essaie de continuer à les dire pendant la prière de Yom Tov. Pardon. On a entendu un petit peu de musique traditionnelle. À Strasbourg, il y avait la chorale du chant sacré qui sortait plusieurs disques. Et c'est l'occasion de rappeler M. René Jasner, qui était Chazan à Strasbourg, qui nous a enseigné la Chazanout aussi à l'école en classe et qui est décédé il y a quelques mois. Le chant sacré fonctionne aussi en Corona. Alors on va le voir en mode Corona.
Alors, Bernard, je ne sais pas si tu es sur le Zoom, je n'arrive pas à voir tout le monde, mais tu étais en bonne place sur la chorale dans le Zoom. Un autre minag alsacien, la Ho le Crash. Ho la crèche, c'est le moment où on donne le nom à une petite fille. Alors, si on a la Brit Mila, on donne le nom à un garçon. On a la Ho le Crash pour donner le nom à une petite fille. Ce qui, en Israël, aujourd'hui, on a inventé la Brita. Il y a le Brit pour le garçon et la Brita. Si vous êtes invité à une Brita en Israël, n'ayez pas peur, on ne fait pas la Brit Mila à une fille. C'est juste une fête où on donne son nom. Alors, en Alsace, c'était la Ho le Crash. À 3 ans, le petit garçon qui reçoit les tzitzit, le talit katan, qu'en Alsace on appelle arba kanfes, les 4 coins, il reçoit, et il va aller à la synagogue amener la mappa. La mappa, c'est un tissu qui va faire la ceinture du Sefer Torah, on va en voir tout à l'heure. Ah, elle est là, pardon, je me suis trompé. De nouveau, quand c'est une conférence en live, alors je peux amener une vraie mappa. Là, on peut juste voir une photo. Au lieu de fermer le Sefer Torah avec une ceinture, on le ferme avec ce drap qui est découpé dans le drap qui a servi à amener le bébé à sa Brit Mila, le petit garçon. Et sur ce drap, on peint des brachot, Mazal Tov, et on lui souhaite beaucoup de bonnes choses au long de sa vie. Le choupa, la choupa, Mazal Tov, ou le Maasim Tovim. Et à 3 ans, l'enfant amène cette mappa et fait la glila, entoure le Sefer Torah au Bet HaKnesset. Alors, de nouveau, quand on a parlé du judaïsme alsacien qui se sent très francophone, très cocorico bleu, blanc, rouge, vous voyez à gauche une mappa juste après la Première Guerre mondiale. Vous voyez qu'il y a marqué Elul de Mazal Tov. D'abord, c'est écrit en bleu, blanc, rouge, donc les couleurs sont claires et nettes. Et vous voyez un soldat français, un poilu, là, qui sabre avec un soldat prussien, avec à droite un sergent français sous le drapeau. À droite, vous voyez des mappots, je crois qu'elles viennent de Michel Rotet, je crois que c'est ses enfants. C'est Michel Rotet dont je vais en parler tout à l'heure. Moi, mais on voit pas, on voit que les personnes là sur l'écran, je vois pas ce que vous dites là. Non, ça fonctionne. Moi, j'ai un écran de contrôle, c'est un problème chez vous. L'image passe, je vois qu'elle passe correctement. Donc, on voit d'abord une mappa en hébreu, Eliel Ben Chaim, mais aussi en haut, vous voyez de nouveau la cigogne alsacienne, mais ce coup-ci, le drapeau français enchâssé avec le drapeau israélien. Donc, la mappa, c'est un minag alsacien. L'oignon ailé, dont on en a parlé. Je vois quelqu'un écrit dans le chat, je n'ai pas le temps de lire les chats, t'entends, il y en a un qui me saute aux yeux là. En Lorraine, quand je parle judaïsme alsacien, comprenez, Alsace, Lorraine, c'est la même chose, c'est le même judaïsme. Quand je parle de mes beaux-parents alsaciens, mes beaux-parents étaient de Lorraine, de Beach, en Lorraine, mais ils ont été originaires de Dingwiller. C'est les mêmes familles qui vont en Alsace, en Lorraine, c'est le même judaïsme. Donc l'oignon a plu, mais ce coup-ci, vous voyez que c'était une photo en Israël, puisque vous voyez que le srach est fait en kindness, en jonc. En Alsace, on faisait le srach d'Asuka en pain, en bois de pain en général. Donc ça, c'est en Israël, ce minag qui a été gardé. Un autre minag alsacien était que quand vous voulez reconnaître quelqu'un pour ses mérites, pour son œuvre dans la communauté, alors on lui décernait le titre de Chaver. Et là, c'est un diplôme qui a été dédié au père de mon beau-père par le rabbin Bloch, dont on a un peu tout à l'heure. Vous voyez que le diplôme, Chaver ani le kol hashayira ucha le shomrim pikudecha, hadvarim ele amurim b'shirei David HaMelech, hayu le kochav hameir ine yedidi Yaakov ben Gershon. Et c'est à partir de ce moment-là, quand il monte à la Torah, on ne dira pas Ya'amod Rabbi Yaakov ben Gershon, on dira Ya'amod HaChaver Yaakov ben Gershon. Chaver, c'est le titre honorifique dans le judaïsme alsacien. Donc, quelqu'un qui s'appelle Chaver, je sais vraiment ce que ça veut dire. Quand quelqu'un monte à la Torah, quelqu'un est appelé à la Torah en disant Ben HaChaver, c'est que son père avait été honoré par la communauté en Alsace. J'ai vu que Odile a fait beaucoup de publicité, Odile Gottlieb, pour cette conférence. Alors, son mari, le regretté rabbin Daniel Gottlieb, a plusieurs pages sur le site du judaïsme alsacien dans l'humour alsacien. Alors, je choisis justement la deuxième chose qui est en rouge, assis pour l'Obosor. Vous savez que dans la parcha de Vaïkra, dans le livre de Vaïkra, quand il est marqué
Parashat Shmini, quand il est marqué les animaux permis à la consommation, les animaux interdits à la consommation. Mais dans le livre de Bereshit, quand Abraham avait fait un sacrifice Brit Benam Tarim, il avait coupé des animaux en deux. Et là-bas, il est marqué Betatzipor lo batar. L'oiseau, il ne l'a pas coupé en deux. Quand vous lisez ça en hébreu alsacien, en hébreu ashkenaz, ça devient Betatzipor lo bosor. Alors, si le tzipor, il est le bossor, si le tzipor n'est pas de la viande, alors on peut manger le tzipor avec du beurre. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne mangerait pas le poulet au beurre? C'est à nouveau dans l'humour alsacien, comment lire le tzipor, le bossor, on peut manger le tzipor avec du beurre. Alors, merci au rabbin Daniel Gottlieb Zichrono Livracha. Cet extrait d'un livre est un livre de la Révolution à la Restauration, pardon, un livre sur l'Alsace, ça n'a rien à voir avec les Juifs. Mais par hasard, quelqu'un m'a montré ce chapitre qui parle de la Révolution à la Restauration, où là-bas, il y a l'étrange destin d'un juif de Neuwiller. Et vous voyez, je vais lire quelques lignes. Pourquoi? Puisque j'arrive à la fin de cette conférence, et comme j'ai dit, cette conférence est dédiée à la mémoire de ma maman. Et dans la région de Saverne, au pied des premiers contreforts des Vosges, le village de Neuwiller avait accueilli à la fin du Moyen-Âge une petite communauté juive qui vivotait vaille qui vaille. Au recensement donné par Louis XVI en 1784, on ne dénombrait plus que 14 familles et 73 âmes. Parmi les 3 familles, Wolf, que l'on trouve répertoriées dans ce dénombrement, il en est un qui allait voir un destin particulier. Un certain Lazare Wolf, j'en parle parce que ma maman était née Wolf, descendante de ce Lazare Wolf, dont l'arrière-grand-père Benjamin vivait déjà à Neuwiller aux environs de 1650, devait en effet être envoyé en 1806 comme député de la nation juive d'Alsace au grand Sanhédrin qu'avait convoqué à Paris l'empereur Napoléon Ier, afin de régler définitivement la question du statut juif de France. Les notables de cette solennelle assemblée avaient été choisis par les préfets parmi les rabbins, les propriétaires et les autres juifs les plus distingués pour leur probité et leur lumière. Lazare Wolf s'occupait à cette époque du commerce des céréales à travers toute la région. Sa réputation d'homme intègre lui avait valu l'amitié du notable du pays, le maréchal Clark, duc de Feltre, ministre de la guerre de Napoléon. Ce grand personnage possédait dans la montagne des environs de Neuwiller le château de Lunenburg, dont le donjon médiéval. Au cours de ces années, Lazare Wolf était devenu l'homme de confiance du maréchal qui l'avait chargé de l'administration de ses domaines. Après les 100 jours, Clark, rallié aux Bourbons, devient ministre de la guerre de Louis XVIII et propose alors à son ami Lazare Wolf de devenir fournisseur général des armées. Par attachement à sa terre alsacienne, ce dernier refuse un poste qui nécessite son départ de Neuwiller-les-Saverne. Donc on lui propose un grand poste d'être fournisseur officiel des armées de l'empereur. Vous comprenez, un goy comprend que Lazare Wolf est très attaché à sa terre et à Neuwiller. Lazare Wolf est aussi très attaché à sa communauté. Il a besoin d'un minyan, il a besoin de manger cachère. Et donc, suivre les armées en campagne, ce n'était pas une solution pour un juif qui voulait rester juif. C'est-à-dire qu'en Alsace, les juifs n'étaient pas très érudits dans la Torah. On n'a pas énormément de grandes figures rabbiniques connues, à part peut-être le rabbin David Zinsheim du Grand Sanhédrin, qu'on ne connaissait pas, mais dont on a découvert les écrits il y a quelques années, le Yad David. Mais manger cachère et vivre une vie juive, donc il fallait rester dans un village juif où on pouvait vivre une vie juive. À partir de la Démer, c'est un autre chapitre qui parle du fait qu'il y aura une immigration des Juifs d'Alsace vers l'Amérique du Sud, vers l'Argentine, pour chercher un monde meilleur et une situation un peu meilleure. Là, ceux qui veulent développer, s'instruire, connaître, alors il y a cet excellent site du judaïsme alsacien. C'est sur les serveurs sont les serveurs du journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace, judaïsme.sdv.fr, et c'est géré par Michel Rotet, dentiste à Jérusalem, qui a fait un travail formidable. Et vous voyez que vous avez tout sur l'histoire, les traditions, les témoignages. Bien sûr, je me suis aussi aidé de ce site pour préparer cette conférence. Et je voulais terminer par cette photo où on voit ma maman avec sa meilleure amie, la rabbin Furt, Esther Furt. Esther Furt est venue du Maroc. Et comment est née cette amitié entre ma maman et Esther Furt? Esther Furt, qui arrive du Maroc, se sent un petit peu perdue à Strasbourg et décide que la première personne qui rentrera en contact avec elle sera son amie. Et quand elle arrive au Merkaz à Strasbourg, ma maman lui demande qui elle est, elle se laisse à côté d'elle, et elles deviennent donc les meilleures amies. Je pense que c'était très spécifique de maman qui
D'abord, elle-même s'est mariée avec un juif d'origine polonaise. Ces émigrés polonais, ces Ostjuden, très déconsidérés par les Alsaciens, qui étaient déjà bien intégrés à la société française, et arrivent ces juifs de l'Est qui ne parlent pas le français, qui sont pauvres, qui sont crasseux, qui sont beaucoup plus religieux qu'eux, mais très différents. Alors, ma maman n'avait aucun problème de ce côté-là. Alors, son mari était polonais, sa meilleure amie était marocaine, et ses petits-enfants, aujourd'hui, sont descendants d'elle, mais aussi on a parmi nos gendres et nos belles-filles marocains, kurdes, iraniens, irakiens. Donc, on a fait cette synthèse. Et je voudrais finir par quelques notes de musique. Pardon.